Alors, c'était le premier grand salon aéronautique depuis le début de la pandémie, celui de Dubaï, qui s'est achevé hier. Bonjour Philippe Escorne. Bonjour David. Merci d'être là. Éditorialiste au Monde. L'optimisme, est-ce qu'il est un peu revenu pour les compagnies aériennes? Parce qu'on sait que le trafic aérien n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise. Alors, il n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise, mais c'est vrai que l'optimisme est très fort, notamment des deux côtés de l'Atlantique, c'est-à-dire du côté des compagnies américaines qui sont toutes en train de revoir leur programme de trafic, leur prévision, et puis aussi du côté des compagnies européennes. Et c'est pour ça qu'on a vu une flopée d'annonces au salon. Parce que ça traduit cet optimisme retrouvé. D'ailleurs, les nouvelles prévisions de l'Organisation internationale de l'aéronautique, enfin de l'aviation, indiquent qu'entre aujourd'hui et 2050, le trafic devrait être multiplié par 5, ce qui est quand même considérable, c'est-à-dire 10 millions de personnes par an qui prendraient l'avion. Donc des prévisions de long terme qui sont plutôt enthousiasmantes. Qui sont plutôt enthousiasmantes. Alors, pour l'instant, les compagnies, elles privilégient quand même ce qui a repris, c'est-à-dire les vols plutôt moyen courrier, c'est-à-dire aux États-Unis, ceux à l'intérieur du pays, en Europe, les vols intra-européens, c'est-à-dire en gros tout ce qui se fait en deux max 3 heures d'avion. Et ça explique aussi la très grande forme d'Airbus, parce que c'est sa grande spécialité. Il est le seul à avoir un avion entièrement nouveau avec la 321 et ses différentes déclinaisons. C'est un avion qui maintenant peut aussi traverser l'Atlantique si besoin. Et donc ça correspond parfaitement à la demande actuelle, qui est des avions pas trop gros, sur lesquels on peut faire des distances très variables et qui s'adaptent à l'atmosphère très changeante d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que dans le cadre de ce salon de Dubaï, Airbus a mis KO Boeing en matière de commandes, de nouveaux avions et d'intention de nouvelles commandes? Oui, c'est effectivement c'est ce que je voulais dire, parce que Boeing a fait le choix il y a très longtemps de prendre son vieux modèle 737 et d'en faire et de changer la motorisation pour avoir quelque chose un peu plus moderne. Ce qui est différent d'Airbus, qui lui a choisi de concevoir un nouvel avion qui est plus efficace et qui correspond beaucoup mieux aux demandes du moment. Et puis en plus, il y a eu évidemment du côté de Boeing le problème de ce bug logiciel qui a provoqué des catastrophes extrêmement spectaculaires et donc l'arrêt pendant plus de 2 ans de toute commercialisation de cet appareil, au moment même où, alors que c'est ce modèle-là, ce type d'avion-là, de petits moyens courriers, qui était le plus demandé. Ouais, 5 fois plus de commandes en tout cas pour Airbus, 408 commandes contre 78 pour Boeing. Un petit mot du transport aérien et de son impact sur l'environnement. C'est 3% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est pas si gros que ça quand on compare par rapport, je sais pas moi, aux voitures, au trafic routier, à l'industrie, non? 3%? Oui, bien sûr, vous avez raison. Alors, c'est beaucoup moins, 3%. Néanmoins, on va dire que ça concerne, et je parlais de 10 millions de personnes, donc ça concerne évidemment beaucoup moins un trafic beaucoup plus réduit que celui des voitures ou des camions. Et surtout, c'est un marché sur lequel la dynamique est très forte, puisque donc ça va multiplier par 5 et du coup le problème c'est que si on ne fait rien, ces émissions elles représenteront 6% dans 20 ans. Et à ce moment-là, 6%, ce sera peut-être plus que le transport automobile, par exemple, si la transition vers l'électrique se fait comme prévu. Et donc, il y a quand même un enjeu environnemental.
Et puis, il y a un enjeu, derrière l'enjeu environnemental, il y a aussi un enjeu de réputation. On se souvient de ce mouvement qui était venu d'Europe du Nord, de Scandinavie, sur la honte de prendre l'avion. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu commun de chercher des alternatives à l'avion, notamment le train, parce qu'on est toujours dans l'image que l'avion est très polluant. Et donc, tout ça joue pour pousser quand même les compagnies à trouver. C'est vrai d'ailleurs ça. C'est vrai d'ailleurs. Si on peut prendre le train est moins polluant que l'avion pour le coup. C'est une réalité ça. Hein. Oui, alors c'est une réalité, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une réalité dans son ensemble. Ça l'est moins si on mesure au kilomètre par passager, hein, parce que l'avion, à partir du moment où il est plein, ça fait par kilomètre et par passager, ça fait une consommation qui est assez proche de celle de l'automobile. Oui, sauf qu'on fait plus de kilomètres en avion. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien ça la limite de l'exercice. La limite de l'exercice, c'est évidemment que avec un avion, si on fait Paris-New York, voilà, on est sur des distances qui sont considérables. Et à ce moment-là, c'est pour ça d'ailleurs que le bilan que le bilan carbone est aussi problématique pour l'aviation, parce que ce sont de très grandes distances. Ouais. Alors, il ne faut pas oublier non plus que l'aérien, il a un autre avantage dont on ne parle jamais, mais qui a quand même son intérêt et qui fait son efficacité, en fait, c'est que ça demande très peu d'infrastructures. Ça demande juste des aéroports, en fait. Et construire un aéroport, ce n'est pas un investissement considérable. Si on met en regard, par exemple, la construction d'une ligne de TGV. Une ligne de TGV, c'est 20 à 30 millions par kilomètre, alors qu'un avion, à partir du moment où il y a des aéroports, il y en a à peu près partout, le ciel, voilà, ce sont des voies gratuites. Donc, c'est un moyen de transport extrêmement efficace, mais qui, évidemment, a l'inconvénient de faisant de très grandes distances, à in fine de consommer quand même beaucoup. Comment est-ce qu'il peut, d'ici 2050, se décarboner, ce transport aérien? Certains diront voyager moins. Bon, c'est une possibilité, bien sûr. L'avion hydrogène, l'avion électrique, c'est pas avant, 15-20 ans? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idéal, c'est de l'hydrogène sous forme de carburant, par exemple, ou l'électricité, hein, l'avion électrique, mais avec la question du poids des batteries, pour l'instant, c'est limité. Ça existe déjà, des petits avions électriques, mais c'est limité à des avions de 2 personnes, quoi. Et il y aura peut-être un avion commercial à partir entre 2035 et 2040. Et un avion commercial de 150 places, pas un très très gros. Donc, qu'est-ce qui reste? En fait, il reste ce qu'on appelle les carburants alternatifs. Et alors, les carburants alternatifs, il y en a des synthétiques, c'est-à-dire qui sont fabriqués spécialement et qui n'émettent pas de carbone, mais pour l'instant, on en est vraiment au stade de la recherche, c'est de la chimie pure. Et en revanche, alors il y en a un qui existe déjà, qui est déjà utilisé, qui s'appelle les biocarburants. Et biocarburant, ça permet... Fabriqué à base de quoi, le biocarburant, déjà, pardon Alors, comme son nom l'indique, c'est fabriqué à partir de matières organiques. Donc, les matières organiques, on les trouve dans les déchets, dans tout ce qui est végétaux, les résidus je sais pas moi, du bois, de tout ce qui est de l'industrie agroalimentaire et voilà, on l'a trouvé la solution. Et alors le problème, et ça existe. Il y a déjà des avions qui volent avec ça. Le problème, c'est un petit problème, mais ça coûte 4 à 8 fois plus cher que du kérosène. Résultat, évidemment, pour l'instant, c'est 0,1% des usages. Donc, on ne peut pas dire que ce soit extraordinairement répandu, puisque c'est considérablement plus onéreux. Et puis un avion ne vole pas avec 100% de biocarburant, c'est un mélange en général, non? Alors, l'avantage du biocarburant, l'autre avantage, c'est qu'on peut le mélanger avec du kérosène. Pour l'instant, on peut le mélanger. Alors, pour l'instant, c'est plutôt 10%. On peut aller... paraît-il, relativement facilement en adaptant les moteurs jusqu'à 50%. Après, pour des moteurs qui tourneraient à 180% ou 100% de biocarburant, je ne suis pas certain qu'il y en ait déjà, mais c'est en cours de recherche et c'est pas ce ne sont pas des technologies inatteignables. Bon, 4 à 8 fois plus cher aujourd'hui. 4 à 8 fois plus cher, Philippe, aujourd'hui. Donc, on en vient au sujet, à savoir que plus de biocarburant, ça signifie des prix des billets d'avion plus chers. Voilà. Et on y est là. Oui, c'est tout à fait l'illustration de la problématique environnementale
de la transition énergétique, enfin ou plutôt de la problématique économique de la transition environnementale énergétique, c'est-à-dire ce surplus de coûts pour arriver à du décarboné. C'est ce que Bill Gates appelle le green premium, c'est-à-dire ce gap qui fait qu'on n'adopte pas parce que c'est trop cher. Comment réduire ce gap? Alors, pour réduire ce surcoût, il faut d'une part accroître effectivement la recherche sur la technologie, à la fois les moteurs et puis le raffinage et la source de ce qu'on va utiliser comme matière organique. Donc il faut progresser dans ce domaine. Et puis évidemment, l'autre méthode, c'est la taxation, c'est-à-dire de taxer au carbone fortement le kérosène, qui pour l'instant il n'y a pas de taxe carbone sur le kérosène. C'est ce que les compagnies aériennes ont obtenu en contrepartie de taxes d'aéroport et du fait qu'il y a une concurrence internationale, etc. Et alors que le carburant pour voiture, il est taxé à 70%. Donc là, il y a une grosse différence. Et probablement, la taxe carbone n'évitera pas éternellement le cas aéronautique. Et dans ce cas, effectivement, ça va renchérir. Voilà. Donc des avions plus propres qui polluent moins, ça veut dire des billets plus chers. Exactement. Comme les voitures, comme le reste. Voilà, merci beaucoup. Explication de point de vue signé Philippe Escande pour Le Monde. Merci Philippe. Bonne journée. Merci David. Salut.